Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le président du think tank IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous êtes spécialiste des affaires internationales. Benjamin Netanyahu est donc arrivé hier aux États-Unis. Il doit s'exprimer devant le Congrès américain demain, avant de rencontrer le lendemain Joe Biden, qui souffre toujours du Covid. Dans quelle mesure, Emmanuel Dupuis, la situation politique aux États-Unis, marquée évidemment par le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle dimanche, au profit a priori de Kamala Harris, en quoi cela peut influer sur le déplacement du Premier ministre israélien? Bon, premièrement, ce déplacement a failli ne pas avoir lieu, mais il a été maintenu. Il a été d'autant plus maintenu que l'administration américaine, l'administration Biden, a besoin de montrer, contrairement à ce que souhaitent un certain nombre d'élus républicains, que le président Joe Biden est toujours président des États-Unis et qu'il a la capacité d'incarner l'autorité nécessaire à cette fonction, au moins jusqu'à l'investiture du 4 janvier prochain, puisqu'il ne sera pas candidat le 5 novembre dernier. Ensuite, le Premier ministre Benjamin Netanyahu arrive dans un contexte où il va rencontrer non seulement les parlementaires américains, s'exprimant devant le Congrès américain, vous l'avez mentionné, mais il va également rencontrer les différents responsables politiques qui vont marquer le prochain scrutin du 5 novembre le 5 novembre. La présence de la vice-présidente Kamala Harris et éventuellement ceux qui pourraient, parmi les gouverneurs, incarner un ticket. Je pense notamment au sénateur Shapiro ou à Peter Buttigieg, qui est le secrétaire d'État au commerce. Et puis de l'autre côté, depuis la convention de Milwaukee, le ticket entre Donald Trump d'un côté et J.D. Vance de l'autre. Donc c'est un contexte très particulier qui advient également alors que l'État d'Israël fait face, ou a fait face plutôt, à une attaque inédite, avec en tout cas par sa capacité de frappe, lors donc de la frappe du drone envoyé par les Houthis, par la milice Houthi sur Tel Aviv, et la frappe en retour, en tout cas l'opération militaire en retour, qui a été soutenue par les États-Unis, au moins par le partage de renseignements, le partage donc de la protection radar, et qui a permis donc et qui a visé le port d'Hodeïda au Yémen. Emmanuel, qui a été réalisé par le port d'Hodeïda. Dupuis, est-ce que vous estimez, comme le font certains éditorialistes aujourd'hui dans la presse israélienne, que Joe Biden pourrait se montrer désormais plus facilement et plus durement critique de certains choix du gouvernement Netanyahu, du fait qu'il est désormais libéré de la campagne électorale? Oui, c'est un risque qui existe. C'est un risque qui, sans doute, va être encore plus prégnant lors du 30 juillet prochain, à l'occasion donc de l'investiture du prochain du président iranien, Massoud Pezeshkian. Le président américain va sans doute essayer de démontrer par antinomie ce que Donald Trump fera quand il sera élu président à partir de 2025, c'est-à-dire remettre en cause la négociation avec l'Iran, c'est-à-dire que le président Biden va dire la nécessité de continuer à dialoguer avec l'Iran, d'autant plus qu'il va mettre en avant le fait qu'il y a un changement de gouvernance, même si l'on sait l'iniquité ou plutôt la réalité, somme toute très très fragile du nouveau pouvoir iranien, partant du principe que le président iranien n'aura pas beaucoup de capacité à négocier avec cette administration ou la suivante. Vous considérez que les questions internationales joueront un rôle important pendant cette campagne ? Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, le ticket républicain, qui est un ticket que l'on pourrait qualifier de jacksonien du nom de l'ancien président Andrew Jackson, à la moitié du XIXe siècle, qui était isolationniste en matière de politique étrangère, protectionniste en matière de politique intérieure, va sans doute caractériser ce qui pourrait être une prochaine administration Trump-Vance, avec une volonté de ne s'impliquer que quand il s'agit des intérêts vitaux des États-Unis. L'ancien président Donald Trump et l'éventuel Premier ministre J.D. Vance n'ont fait que répéter le fait qu'ils ne seraient pas forcément là pour soutenir l'Union européenne ou les pays de l'OTAN face à une éventuelle agression russe, que les États-Unis ne regarderaient, en tout cas réfléchiraient à 2 fois avant de protéger Taïwan. Oui. Et bien évidemment, on se souvient
il y a quelques semaines de cela, la manière dont Jill Evans avait évoqué le sort de l'Ukraine en disant que ça ne le concerne pas et que ça ne concernait pas la vie des citoyens américains qui étaient davantage préoccupés par leur protection du pouvoir d'achat ou tout simplement la protection de la frontière mexicaine. Donc oui, cela aura une importance. D'autant plus que Joe Biden est un président qui a incarné, peut-être le dernier, une forme de lien à l'Europe, beaucoup plus que ne pourrait le faire ou ne le ferait éventuellement Kamala Harris et un éventuel vice-président à déterminer lors de la convention démocrate du 18 août prochain à Chicago. Mais pour la question israélienne, il y a une forme de consensus qui restera un consensus fort. Néanmoins, il y a la pression aussi au sein du Parti démocrate d'un certain nombre de partisans qui partent du principe qu'il faut aboutir avant la fin du mandat de Joe Biden à un cessez-le-feu, arriver à arrimer la nécessité de corroler ce cessez-le-feu à une solution pacifiée, la solution à deux États, même si elle apparaît de plus en plus difficile à obtenir. Et de ce point de vue, de l'autre côté, la convention de Milwaukee des Républicains a été très claire en évoquant le fait que c'est avant tout la protection de l'État d'Israël qui conditionnait la manière dont les États-Unis devraient libérer l'exportation des armements qui, pour l'instant, sont bloqués par le voie d'un certain nombre de parlementaires. Emmanuel Dupuis, que sait-on des positions de Kamala Harris sur les grandes questions internationales, notamment sur le Moyen-Orient, mais également peut-être sur l'Ukraine, le dossier ukrainien? Le problème, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup. Madame Harris aurait dû être, pendant cette mandature, celle qui faisait la jonction sur les thématiques européennes, le président Joe Biden étant dans la continuité de la politique lancée par Barack Obama d'un pivotement vers l'Asie, celui qui visait à essayer de faire tampon ou d'essayer de bloquer les initiatives menées par la Chine du point de vue commercial ou du point de vue stratégique vis-à-vis de Taïwan et des pays riverains de la mer de Chine. Kamala Harris aurait dû être plus explicite dans ses prises de parole. Elle a représenté à de moultes occasions le président Joe Biden en Europe, lors de la conférence de sécurité de Munich, la dernière conférence de sécurité de Munich en février dernier. Et pourtant, son discours n'était pas très, son discours était très elliptique et pas très déterminé. Est-ce que les États-Unis seraient pleinement et dans un soutien plein et entier aux pays de l'OTAN, à condition que ces pays contribuent donc à dépenser 2% de leur PIB? Est-ce que la position américaine serait particulièrement engagée pour le soutien à l'Ukraine? Oui, à condition que l'Union européenne continue à le faire. Donc on a sur le dossier, pardon, un peu de suivisme nucléaire iranien, vous évoquez l'hypothèse de voir Joe Biden essayer d'aller un peu plus loin, notamment dans le cadre d'une éventuelle rencontre avec le président iranien. Vous pensez qu'il y aura là aussi consensus et continuité en cas de victoire de Kamala Harris? Il y aura de toute façon en septembre une rencontre qui aura lieu inévitablement à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 79e Assemblée générale des Nations Unies, puisque c'est seulement à ce moment précis que les présidents peuvent se rencontrer, en tout cas les présidents qui sont pour certains sous sanction internationale. Donc je pense qu'il y aura de la part de Kamala Harris une volonté d'être dans la continuité de Joe Biden sur le dossier du nucléaire iranien. Alors avec une préoccupation, c'est que l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, fût-il libéral, n'empêche pas la réalité qui fait que désormais le programme nucléaire iranien, le programme nucléaire militaire iranien n'en serait plus qu'à quelques semaines, peut-être quelques mois de sa capacité opérationnelle. Ce qu'a rappelé Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, il y a quelques jours. Ce qu'a rappelé Anthony Blinken, et ce qui est particulièrement vrai dans la manière dont Israël Katz va le rappeler aussi dans le soutien ou dans l'accompagnement de Benjamin Netanyahu dans ce déplacement. Donc je crois que de ce point de vue, Kamala Harris sera dans la continuité. Mais ne pas oublier que Kamala Harris est dans une logique électorale. Et qu'entre aujourd'hui et le 5 novembre, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites, mais qui ne seront pas forcément transformées en politique publique. Dit autrement, ce fut le cas en 2020, ce qui sont des promesses électorales, parfois, n'aboutissent pas totalement à une réalité pleine et entière. Prenons l'exemple de l'attaque des Houthis contre Israël il y a quelques jours et qui a malheureusement fait une victime lors de la frappe à Tel Aviv. Les États-Unis avaient dit la même chose aux Saoudiens. Pourtant, en septembre 2019, des frappes Houthis n'ont pas
abouti à un soutien militaire de la part des États-Unis vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, alors que les hubs pétroliers, les terminaux pétroliers d'Amérique avaient été détruits par les Houthis. Donc, est-ce que les États-Unis seront totalement enclins à soutenir leurs alliés? Là, de ce point de vue, je ne suis pas du tout certain que Mme Harris ait totalement la main sur ce sujet. Un dernier mot, une petite minute, Emmanuel Dupuis. Je voudrais connaître votre réaction à l'annonce tout à l'heure d'un accord d'unité nationale trouvé à Pékin par plusieurs organisations palestiniennes et notamment par le Fatah et le Hamas. Il prévoit notamment la création d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale après la guerre à Gaza. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça peut donner concrètement, matériellement? On parle notamment d'éventuellement d'élections présidentielles et législatives. Alors, ce qui est important, c'est que c'est lieu à Pékin. C'est-à-dire que, de nouveau, on a la preuve que d'autres acteurs font la preuve ou essayent de montrer leur capacité à dialoguer autrement, à proposer des alternatives de médiation et de facilitation qui, pour certaines, ont échoué du point de vue occidental. Il faut avoir à l'esprit que c'est bien grâce à une médiation chinoise en mars dernier, une initiative pour le dialogue et la paix, que le président iranien à l'époque, Ebrahim Raïssi, et le prince héritier Mohammed Ben Salman s'étaient rencontrés. Et donc de ce point de vue, il faut avoir à l'esprit que la Chine veut aussi être un médiateur, un facilitateur, et cela va aussi impacter la manière dont les États-Unis vont regarder cette capacité de diplomatie alternative qu'offre la Chine. Mais pour répondre à votre question, il faut se féliciter qu'enfin, depuis 2005, on va sortir de cet irréalisme politique qui fait qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'il y a une forme d'irréalité ou de très grande fragilité du pouvoir palestinien autour du Fatah. Et je crois que la première chose à avoir à l'esprit, c'est que pour faire la paix, il faut qu'il y ait une légitimité qui soit de part et d'autre. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été notre invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le président du think tank Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE. On peut réécouter cet entretien sur radioj.fr et le retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Merci.